Alors, je suis Richard Solti, je suis le propriétaire de la galerie Rich Fish, qui est une galerie qui est installée à Strasbourg depuis 30 ans et qui a la particularité d'avoir, pour la première fois en Europe, proposé de l'art brut et uniquement de l'art brut. Donc la section du buffet, on ne va pas parler d'art brut ce soir, mais voilà, c'est une particularité. Et puis dans la ligne de la galerie, qui a été renouvelée assez récemment, on s'intéresse aussi à la jeune création contemporaine. Et donc notre table ronde de ce soir et la présentation de Cassandre Albert s'articule autour de la jeune création contemporaine et autour de la création d'une œuvre monumentale. Et une œuvre monumentale, ça ne se crée pas seul, c'est-à-dire qu'il y a le travail de l'artiste, mais il y a aussi un projet, il y a aussi des moyens, il y a aussi une vision, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là tous les quatre. Et je vais peut-être vous laisser vous présenter aussi. Bonsoir, Jean-Marc Guillard, je suis directeur de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, qui est une école qui forme des ingénieurs dans le domaine de l'eau, de l'environnement, de la protection des zones humides, de l'adduction d'eau potable, du traitement de l'eau. Et nous sommes situés au cœur de Strasbourg, à la manufacture des tabacs. Je suis Cassandre Albert, l'artiste du projet. Bonsoir, je suis Jean Ansmenel, je suis le président de l'Industrie Magnifique et je suis aussi mécène de l'œuvre de Cassandre. Alors l'œuvre de Cassandre que vous avez sans doute dû apercevoir, qui est dans cette direction près de la sortie, une montagne de chaume, est partie a commencé avec une idée qui était celle de faire un projet avec Plastic Odyssey. Plastic Odyssey, c'est une ONG qui parcourt le monde, qui récolte des plastiques dans les mers et qui ensuite fabrique des objets utiles pour les populations sur la côte. Et donc on avait très envie de faire un projet puisque bien avec Cassandre on a une inclination pour la question de la préservation du vivant et on s'est dit pourquoi pas faire un truc avec Plastic Odyssey. Et donc c'est parti comme ça. Il fallait rejoindre Plastic Odyssey sur son bateau et puis il fallait imaginer une œuvre monumentale. Et là je vais te passer la main Cassandre pour que tu nous expliques un peu comment ça s'est produit dans ta tête. Très bien. Alors, dans mon travail, il y a une naissance qui est une fascination pour les paysages de montagne, une fascination pour la lumière. Et donc, dans mon travail, je me questionne sur cette lumière pour savoir pourquoi elle m'happe tellement, pourquoi elle m'attire et pourquoi j'ai toujours besoin de la voir. Donc, je la questionne, je la travaille, je la mets en scène, c'est-à-dire, par exemple, dans une boîte noire, je vais construire une fausse montagne avec du bois pour faire une fausse charpente que je vais recouvrir. Je vais l'éclairer et je vais voir s'il y a des liens entre l'artificialité et le naturel. Pourquoi travailler entre artificiel et naturel? Parce que j'ai l'habitude dans le paysage de me questionner face à des hallucinations, des visions où je me demande si ce que je vois c'est réellement vrai ou si c'est une fabrication par rapport à des souvenirs, comme par exemple des souvenirs de tourisme, des souvenirs de vue, par exemple de plaquettes touristiques où la lumière elle est orientée, travaillée. Ou par exemple sur un belvédère, on voit la montagne d'une certaine manière. Moi j'ai envie d'aller voir derrière, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça que je travaille cette montagne, je la construis, je la déconstruis, je la peins, je la mets en scène. Par exemple, je peux transformer une église en montagne, je peux emmener des spectateurs dans cette église et leur faire croire qu'ils sont dans une montagne, rien qu'avec le récit et avec d'autres éléments. Et c'est ça que je questionne, si notre paysage il est réellement visible ou est-ce que c'est un souvenir en nous qui s'habite. Donc par rapport au projet avec Plastic Odyssey, ils travaillent une matière qui est le plastique, ils vont le ramasser, ils vont le transformer, ils vont le fondre, ils vont le mouler. Comme j'ai une addiction pour la charpente, une charpente que je représente dans mon travail, une charpente qui habite ces montagnes, je me suis dit que j'allais fabriquer des profilés, donc des chevrons en plastique recyclé. Je suis allée sur le bateau, je les ai rejoints et on a extrait depuis des copeaux de plastique, des énormes profilés. On a fondu le plastique et je me suis retrouvée avec cette matière, une matière qui était très belle esthétiquement puisque le plastique, il avait un aspect fondu. Il a été fondu dans des profilés en métal qui avaient un peu rouillé. Et donc il faut imaginer un moule en métal où on va faire fondre du plastique, on va l'introduire dedans et après on va le pousser et il va sortir du moule. Et donc il y a tout le dessin de la rouille qui va venir sur le plastique et donner un aspect de métal au plastique.
Et comme j'avais une vision du métal, je me suis demandé si ce métal, donc qui est un chevron en plastique, je pouvais le modeler. Et bien le plastique, ce qu'on peut faire avec, c'est qu'on peut le chauffer, donc le thermoformer, comme un forgeron pourrait chauffer du fer. Là, avec un décapeur thermique, on peut le travailler. Et donc sur le bateau de Plastic Odyssey, j'ai fait une maquette de ce projet monumental. J'ai fait un mini rocher. Donc j'ai fondu, enfin j'ai modelé le plastique. Je l'ai travaillé sur place. Et après, il y a eu les paysages de l'île Maurice qui m'ont inspirée. Je me suis questionnée sur cette carte postale, sur le cadre idyllique de Maurice, que des personnes vont chercher, ils vont aller à l'autre bout du monde pour trouver cette carte postale. J'ai questionné la couleur de l'eau, le sable, les arbres autour, tout l'écosystème, ainsi que les parasols qui sont sur ces plages, qui sont des parasols recouverts de canne à sucre. La canne à sucre qui a une histoire, évidemment, à l'île Maurice, puisque elle a été implantée par les Hollandais sur l'île. Puis ils ont essayé de la cultiver. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait une grande exploitation, mais ensuite les Français sont arrivés lors de la colonisation. Ils ont créé donc les grandes plantations sucrières. C'est le début de l'esclavage français sur cette île, où justement les esclaves avaient des toits faits de canne à sucre. Cette canne à sucre qu'on retrouve maintenant sur les plages, sur un parasol ou sur un hôtel. Donc j'ai questionné cette canne à sucre, j'ai questionné dans ce paysage ces toits de chaume qui se confondent avec le paysage. Une montagne devient un toit de chaume et un toit de chaume devient une canne à sucre. Devient une montagne. Donc il y a toute l'histoire autour de cette canne à sucre. Donc voilà, là vous pouvez très bien voir la transition entre la montagne et le chaume. Le chaume qui est mis en scène avec la couleur de l'eau, le bois. Un chaume que j'ai cherché à comprendre artisanalement. J'ai rencontré Rakesh, qui est un couvreur sur l'île Maurice, qui c'est un couvreur donc qui a son entreprise et qui connaît encore l'artisanat du chaume sur l'île. Avec lui, j'ai appris à serrer la canne, à la tresser pour la faire tenir sur ses toits. Il y a aussi, voilà, donc ça c'est quand on est à l'île Maurice, pour accéder à ces plages, à ces cadres idylliques, il faut s'infiltrer ou alors avoir un accès, une chambre dans un hôtel. Donc ça c'est mes différentes aventures où j'ai longé des plages qui n'existent plus, des plages recouvertes par la montée des océans, des brèches où j'ai vu des rochers et en m'approchant c'était des sacs de sable en fait, qui essayaient de maintenir la mer loin des côtes. Et j'ai longé, comme là vous pouvez le voir, on longe le derrière des villas, des hôtels pour essayer d'accéder aux plages et qui restent et aux toits de canne à sucre. J'ai observé les charpentes. Tous les lithos sont espacés de 13 cm, c'est la technique de l'artisanat mauricien pour le chaume. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ensuite sur l'œuvre que je vais vous expliquer après. Ça, c'est des croquis de recherche en m'inspirant des charpentes présentes à l'île Maurice. Le bateau, on a travaillé. Donc là, on est sur le bateau. Ça, c'est le grand plateau de Plastic Odyssey. Ils ont un atelier à bord, un atelier où j'ai pu prendre place pour expérimenter pendant 2 semaines le plastique. Donc le plastique qui vient de l'île d'Anderson. L'île d'Anderson, c'est un îlot qui est inaccessible grâce à sa barrière de corail, sauf que tous les déchets inondent cette plage et on ne peut pas les récupérer. Plusieurs associations ont essayé de les récupérer. Donc ils ont créé des sacs qu'ils ont laissés sur la plage, mais sauf que c'était impossible de ramener les plastiques sur la plage, sur le bateau, pardon. Et Plastic Odyssey a réussi. Donc il y a un reportage que vous pouvez voir où on les voit atteindre ce plastique, ce qui est très émouvant puisque ce plastique-là, c'est ce plastique qui est actuellement stocké dans l'œuvre.
On va essayer d'avancer en parallèle. Donc on a le travail de l'artiste, hein, donc cette résidence à Maurice, le travail de conceptualisation, c'est-à-dire passer d'une idée à une œuvre monumentale. Et quand on parle de monumental, on parle de monument et donc de moyens très très particuliers. Donc la question s'est rapidement posée de comment est-ce qu'on ramène ce plastique ici en France, en Alsace, et puis donc comment on finance tout ça, par quels moyens, où est-ce qu'on expose, vers qui on se tourne, hein, pour produire cette œuvre. Et alors il se trouve qu'à Strasbourg, et vous le savez bien, et pas qu'à Strasbourg d'ailleurs, à Lyon et puis peut-être en Suisse dans quelques temps, on a une association qui fait un boulot absolument fantastique, hein, c'est l'Industrie Magnifique. Et donc tout naturellement avec Cassandre, on s'est dit qu'on allait se tourner vers l'Industrie Magnifique puisqu'ils avaient par définition l'habitude de proposer des choses monumentales et de produire des œuvres monumentales, hein, dans un croisement entre des industriels et des artistes. Et donc on est allé taper à la porte de Jean Hinsmedel à qui je passe le micro maintenant. Je l'ai. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh ben, comment ça s'est déroulé? Enfin, pourquoi tu as accepté d'abord de participer à ce projet? Qu'est-ce qui t'a En fait, la discussion, ça a été d'abord une discussion qu'on a eue tous les deux sur l'idée que l'art pouvait accompagner la mutation écologique des entreprises, et notamment permettre aux entreprises et à l'industrie d'accélérer le passage de modes de productifs linéaires à des modes de productifs circulaires. Donc produire, mais avec moins de déchets, ou utiliser le déchet pour en faire une ressource, moins utiliser des ressources fondamentales. C'est ça l'enjeu finalement aujourd'hui de l'industrie, notamment française, hein, en dehors de rester vivante, c'est de produire en respectant l'homme et la nature. Parce qu'il vaut mieux avoir une planète, sinon on ne peut plus rien faire. Donc cet enjeu-là, il est fondamental pour l'économie, et avec l'art, on peut effectivement accompagner cette mutation, en tout cas la faire comprendre et faire comprendre son urgence. Donc on a inventé tous les deux un truc qui s'appelle Art for Change, c'est-à-dire l'art pour le changement, et la première œuvre, le premier projet qu'on a soutenu dans le cadre de ce programme Art for Change, c'est le rocher de Cassandre, qui ne s'appelait pas le rocher d'ailleurs au départ, puisque comme l'a expliqué Cassandre, Cassandre est partie en résidence artistique sur le bateau Plastique Odyssée à l'île Maurice au printemps de cette année. Elle a fait quoi, 15 jours, 3 semaines, hein. Elle a conçu l'œuvre. Vous voyez que c'est une conception à la fois complexe et fine, qui intègre à la fois son propre parcours, dans lequel le paysage, notamment le paysage montagnard, est central, et puis la rencontre avec un autre monde, qui est le monde de l'île Maurice, où effectivement elle trouve, au-delà de l'artefact du rocher, hein, qui est un élément qui était déjà dans ton travail, elle trouve des éléments comme le chaume, ou évidemment comme le plastique que récupère Plastique Odyssée et que transforme Plastique Odyssée pour faire une œuvre qui est ici à Strasbourg et à Start, et qui est à mon sens une œuvre d'art contemporain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres d'art contemporain dans des foires d'art contemporaine. Il y a souvent beaucoup d'œuvres de l'histoire ou d'œuvres qui peuvent ressembler à l'art contemporain, mais l'art contemporain, comme ça, j'ai entendu dire, quelqu'un a dit, mais c'est quoi ce fagot de paille? Alors là, il faut revoir l'histoire de l'art et il faut revoir sa culture, quoi. Parce que c'est tout sauf un fagot de paille. Et on est aussi là aussi pour expliquer ça, hein, pour expliquer que le rocher qui est là à la sortie, hein, de Start, c'est une œuvre d'art contemporain. Et une œuvre d'art contemporain, la question c'est pas c'est beau, c'est pas beau. La question c'est mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Si ça m'énerve, c'est plutôt de bon signe si ça m'énerve. C'est parce qu'on s'énerve toujours contre soi, hein. Donc ça vaut le coup là d'aller voir l'œuvre, de tourner autour et de la regarder à la fois dans sa forme et dans son fond. Dans sa forme, vous verrez que c'est une forme de rocher, évidemment. Quand on s'approche, on voit que cette forme, elle est constituée essentiellement de paille, de métal, de rivets, et à l'intérieur, on ne le voit pas, il y a juste un petit bout qui dépasse de la charpente, un petit bout de plastique.
Et puis le troisième élément de cette forme, c'est que quand vous tournez autour et que vous regardez bien, c'est-à-dire que vous passez plus que 30 secondes autour de l'œuvre, vous voyez tout d'un coup qu'il y a une faille. Et quand vous mettez l'œil et que vous regardez dans la faille, là vous retombez sur un autre paysage. Et tout le travail de Cassandre est là, et c'est tout le travail de l'artiste. Donc l'artiste a un travail, mais le spectateur a un travail aussi. Et donc si l'artiste se bouge le cul, il faut que le spectateur il se bouge le cul aussi. Parce que sinon, il n'y a pas d'art contemporain. L'art contemporain nécessite... c'est un effort de comprendre, voilà. Une œuvre. Alors, on remonte encore un petit peu le temps. On est 10 jours avant le départ espéré de Cassandre à l'île Maurice, et on ne sait toujours pas si on va pouvoir faire partir l'artiste en résidence. Or, il y avait pour nous un problème et une urgence en fait dans le calendrier, puisque on voulait absolument que Cassandre rejoigne le bateau à l'île Maurice. Voilà, symboliquement c'était important. Et puis la deuxième chose, c'est que l'œuvre, on l'avait imaginée aussi en exposition à l'UNOC. L'UNOC, c'est le sommet des Nations Unies pour la préservation des mers. Et donc il y avait l'idée de se dire, on va essayer de l'exposer là-bas. Alors on n'a pas pu le faire parce que l'UNOC, c'est plus de 50 chefs d'État, et donc les accréditations n'ont pas été possibles. Néanmoins, il y avait cette urgence-là. Et donc, on va vers l'Industrie Magnifique. L'Industrie Magnifique nous dit, OK, on participe, on va rencontrer l'équipe de Plastique Odyssée aux Folies Bergères à Paris. Ils organisent une soirée à ce moment-là pour récolter des fonds. On les rencontre, on est OK sur le projet et c'est parti. Mais l'Industrie Magnifique, c'est super, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Et donc, il a fallu se tourner vers d'autres partenaires. Jean Hitzmenel évoquait cette eau, ce lagon à l'intérieur du rocher, et donc tout naturellement on s'est tourné vers Jean-Marc Villers. Merci. C'est vrai que c'est pas forcément habituel qu'une école d'ingénieurs ait ce rôle de mécène pour une œuvre d'art contemporain. On s'est rencontrés, on a échangé, et très vite, parce que vous allez comprendre, ça rentre aussi dans les objectifs de l'établissement et ce qu'on souhaite faire en matière de sciences et d'art, on a été à la fois séduit pour plusieurs raisons et impressionné par l'histoire. Séduit parce que cette œuvre va venir d'ici à la fin de l'exposition, va cheminer jusqu'à la Manufacture des Tabacs et va être présentée dans le hall de notre école, qui est un très bel espace où l'œuvre aura toute sa place, et avec plusieurs centaines d'étudiantes et d'étudiants qui vont bien évidemment respecter l'œuvre, mais forcément s'interroger, échanger, parfois aussi peut-être s'énerver, mais en tout cas vont être en contact avec cette œuvre, et ça, pour nous, c'est essentiel. C'est vraiment l'ouverture d'un espace de science, de formation à l'art. Vous aurez compris aussi que le sujet, l'histoire, nous a tout de suite intéressés. On parle d'économie circulaire, de récupération, de recyclage de plastique, de pollution des océans, mais aussi des fleuves, des rivières en plastique, en bouteilles plastiques, qu'on peut plus ou moins facilement récupérer. Mais nous avons aussi, nous, au sein de l'établissement, des laboratoires de recherche qui travaillent sur les microplastiques, qu'il est beaucoup plus complexe, bien sûr, de récupérer, et qui ont un impact sur l'environnement marin, des fleuves, l'eau, et notre santé, celle de notre environnement et la santé humaine. Donc cette histoire de récupération des plastiques, en lien avec Plastique Odyssée, de l'eau aussi, parce que, et c'est un peu apparu dans nos échanges, mais c'est vrai que d'avoir ce lagon à l'intérieur des chaumes, le lien était forcément direct aussi par rapport à notre activité. Donc encore une fois, ouvrir l'établissement à l'art, l'histoire, la thématique qui nous intéresse, et enfin, et c'est sans doute là une des raisons essentielles pour nous aussi, c'est que nous formons des ingénieurs aujourd'hui dans le domaine de l'eau, de l'environnement. Forcément, en tant que directeur, je vais vous dire qu'ils sont plutôt bien formés. Cela étant, nous parlons là de science. Aujourd'hui, nos ingénieurs sont confrontés à une société qui ne peut pas que entendre parler de science et qui a besoin de comprendre, d'échanger, et intervient le sujet de l'art. Aujourd'hui, en matière de didactique visuelle, de transformation, de présentation d'un certain nombre de messages scientifiques, nos ingénieurs font face à des révoltes. Vous comprendrez assez facilement que ce soit ici ou ailleurs, ou dans un grand nombre de pays à travers le monde, l'eau est un sujet de conflit. Les enjeux, malheureusement, sont énormes,
Et quand je dis conflits, ce sont aussi des conflits locaux par rapport à l'utilisateur, par rapport en période de sécheresse, savoir partager l'eau, etc. Donc à ce moment-là, nos ingénieurs ont besoin d'autres manières de travailler, de réfléchir grâce à l'art. Et on est en train de développer de nouvelles formations, notamment avec la HIR, la Haute École des Arts du Rhin, qui est notre voisine, avec qui on vient d'ouvrir de manière commune une bibliothèque et d'organiser de nouvelles formations où on allie les sciences, l'art et les sciences politiques aussi avec Sciences Po, parce que notamment quand on parle d'eau, le sujet de la gouvernance, de l'organisation, bien sûr est essentiel. Donc voilà, en quelque sorte, je veux dire, c'est pas juste non plus exposer une œuvre, c'est bien sûr ouvrir l'école à l'art, c'est aussi le sujet, l'histoire qui nous motive fortement, et puis ce lien entre art et science qu'il faut développer aujourd'hui au regard de nos évolutions sociétales. L'industrie magnifique, l'NGS, la galerie et l'artiste donc comme vecteur de transformation sociale, ou en tout cas de transformation de nos usages avec les déchets. On poursuit, Cassandre? Donc sur le bateau, c'était donc la création de recherche par rapport aux matériaux plastiques, la recherche par rapport à l'histoire de la canne à sucre sur l'île, et cette tension, ce lien entre la France et l'île Maurice, avec un passé colonial. Moi, artiste blanche qui me déplace à l'île Maurice, forcément mon regard était celui envers le tourisme. Et je me suis interrogée sur ces toits, des toits de chaume qu'on peut retrouver ici, des toits en Normandie, en Bretagne, en Alsace, des toits qu'on retrouve énormément dans l'histoire de l'art, des toits qui sont vêtus de paille, des toits qui sont détruits, reconstruits. C'est tout ça que j'ai questionné à l'île Maurice. Et un grand lien justement par rapport à la matière, c'est-à-dire que le roseau de Camargue en France, il est en voie de disparition à cause de la sécheresse et à cause du sel dans les terres dû à la montée des eaux. Cet élément disparaît, mais un autre élément apparaît, celui de la canne à sucre. C'est-à-dire qu'on a un lien avec notre passé qui vient transformer notre paysage. En France, j'ai utilisé le roseau de Camargue. Donc c'était des grosses bottes que j'ai éplumées, que j'ai transformées, que j'ai coupées, triées, pour recouvrir ma charpente en plastique, ma charpente qui retient toute cette mémoire, toute cette histoire. C'est un travail de couture avec un fil d'acier qui vient coudre, qui vient maintenir et qui vient donner la forme à la roche. Une roche qui est inspirée de différentes géologies. Je suis très marquée par celle du schiste par rapport aux Alpes. Mais on a un lien avec le basalte. C'est le basalte qu'on retrouve en France, mais qu'on retrouve aussi à l'île Maurice. Le basalte, qui, suite à l'abolition de l'esclavage à l'île Maurice, a été utilisé comme matériau pour les maisons des travailleurs engagés. Dans cette œuvre, vous retrouvez des signes, des symboles, des formes qui se rapprochent du basalte. Donc vous avez ce rocher, il est en trois plans, comme un plan de théâtre. De loin, vous allez voir une structure qui pourrait être dans un paysage, un élément naturel. De cette structure, il dépasse un élément, un morceau de charpente qui peut interpeller. Quand on s'approche, de plus en plus, on rentre dans le détail, on rentre dans la matière, on rentre dans l'artificialité. Sauf que cette matière que je vous montre, vous ne pouvez pas la voir normalement. Elle est recouverte. Quand on réalise un toit en chaume, ce toit en chaume est recouvert de couches, de multitudes de couches, et tout ce fil d'acier, vous ne pouvez pas le voir. Ici, je vous le montre à voir. Vous êtes à l'extérieur du paysage, vous êtes à l'extérieur du cadre, et à l'intérieur, vous avez le paysage. Un paysage qui est inaccessible pour certaines personnes, puisque à l'île Maurice, comme je vous l'ai dit plus tôt, il faut contourner les portails, les murs, il faut marcher sur des plages qui n'existent plus pour atteindre certaines plages qui sont entourées par les hôtels. Vous êtes à la place d'une personne qui ne peut pas accéder à son paysage, à sa terre. Vous êtes face à un paysage qui est en mutation et un paysage qui se transforme donc
Et un paysage auquel on peut s'attacher parce qu'on l'imagine on l'imagine terrain, alors qu'il est sans arrêt en train de changer. Donc, voilà, cette œuvre est en cours de fabrication, et puis il s'agit de l'exposer, en fait, de trouver un endroit pour pouvoir la montrer au public et pouvoir l'expliquer. Alors on a choisi Start parce que c'était d'abord Cassandre Albert a fait ses études en fait, d'art plastique à l'AIR, et ça nous semblait intéressant en fait, de commencer ici. La galerie est également ici, nos partenaires sont ici. Et puis parce que, comme l'a dit Jean, ça vient en fait se nouer, ça vient s'intriquer avec ce projet Art for Change. Peut-être que tu vas aller un peu plus loin, non? Expliquer le projet, dire où on en est. Sur Art for Change? Ouais. Bon, en fait, c'est directement lié à l'industrie magnifique, puisque l'industrie magnifique, au fond, consiste à soutenir la création, à valoriser le patrimoine industriel et à le faire dans les territoires. Et donc, l'idée est de valoriser l'image de l'industrie, c'est-à-dire de permettre d'avoir une meilleure image de l'industrie et de faire passer finalement cette image de l'industrie du noir et blanc à la couleur. Souvent, quand on pense à l'industrie, on a des images assez négatives, des images de graisse, des images de temps moderne, des images de conflits sociaux, des images de fermeture d'usines. Oui, mais ça, c'est une vision de l'industrie. Il y a aussi une vision de l'industrie qui consiste à dire, au départ de toute industrie, il y a un art, c'est-à-dire un savoir-faire, et c'est intéressant d'interroger ce rapport entre l'art et l'industrie. Donc en fait, l'industrie est belle quand elle valorise ce par quoi elle naît, c'est-à-dire un art, et ce par quoi elle se maintient, c'est-à-dire la création, l'innovation. Ça, c'est l'idée même de l'industrie magnifique. Après, on s'est dit, dès la deuxième industrie magnifique, la première était en 2018, en 2021, on s'est dit tout de suite, oui, c'est bien de valoriser la création, mais à condition que cette création, elle respecte effectivement l'homme et la nature. Et donc la notion on appelle ça maintenant RSE, développement durable, ou la notion d'écologie, elle est rentrée très vite dans le concept. C'est-à-dire on ne peut pas promouvoir une industrie juste parce qu'elle a une force créative. Il faut qu'elle ait une force créative, mais qui respecte la création presque au sens divin, c'est-à-dire respecter la planète et respecter la nature. Et donc tout naturellement, l'idée de créer des œuvres à partir de rebuts, de déchets, etc., a germé. Il y a eu d'ailleurs dans les industries magnifiques précédentes des œuvres créées à partir de déchets. Je pense notamment aux deux œuvres que Eric Liu a produites avec Cuisine Schmitt, qui étaient faites à partir de rebuts de menuiserie. Et cette idée-là, finalement, a donné naissance à Art for Change. C'est-à-dire, finalement, et si au lieu et si on proposait finalement au binôme artiste-entreprise qu'on rencontre de travailler sur cette thématique-là aussi, c'est-à-dire comment est-ce que le déchet, le rebut peut être une ressource, comme pour Plastic Odyssée, ou peut être un élément au moins constitutif d'une œuvre. Ce qui permet finalement aux industries aussi de se valoriser non seulement parce qu'ils soutiennent la création, mais aussi parce qu'ils soutiennent finalement une création et parce qu'ils prennent leur part finalement de colibri, mais dans la mutation ou la préservation de la planète. C'est ça l'idée de Art for Change. Alors c'est une idée un peu directrice, hein. Il y en a deux, hein, la création et une création, on va dire, divine. Et l'idée, c'est que les éditions de l'industrie magnifique peuvent se nourrir de cette idée-là et peuvent aussi nourrir le programme Art for Change, qui n'est pas quelque chose de figé. C'était une idée au départ, cette idée, on l'a réalisée, on l'a actée d'une première manière avec Cassandre. Exactement comme on fait toutes les industries magnifiques. On a une idée de faire travailler art, industrie, territoire, et ça c'est l'idée. On lance ce mouvement et l'acte, c'est la rencontre de l'art et de l'industrie sur la place publique que les Strasbourgeois ont connue en 2018 et en 2021. C'est la même chose avec Art for Change, c'est-à-dire on a cette idée-là, directrice, et ensuite c'est la mise en situation qui va permettre de finalement révéler l'idée ou de concrétiser l'idée
et ça peut être sous des formes extrêmement différentes. Là, celle de Cassandre, moi je la trouve particulièrement intéressante parce que je la trouve hyper contemporaine, et elle est notamment hyper contemporaine parce que c'est du Duchamp plus, quoi. Pour moi, l'art contemporain naît avec Duchamp, hein, Marcel Duchamp, quand cet artiste prend un urinoir, inverse l'urinoir et dit voilà, c'est une œuvre, et il l'appelle The Fountain, la fontaine, et il signe l'urinoir Hermut, R.Mut. Et Hermut, en fait, c'est le nom du fabricant de porcelaine sanitaire. Donc ça, c'est le début de l'art contemporain, pour moi. Et là, dans l'œuvre de Cassandre, finalement, on est encore un cran plus loin. C'est qu'on interroge des choses que vos générations sont hypersensibles. Vous êtes hypersensibles à ça, à l'écologie, à la planète, à la fin du monde, à la suite, que nos générations, on n'avait pas ça. On n'a pas été élevés comme ça. Et donc, on avait hier une conférence sur le mécénat. C'était intéressant parce que le mécénat culturel a diminué en France. Sa part est passée de 35% à 28%. Ça diminue. Et parce que l'autre part, c'est-à-dire l'écologie, l'engagement sociétal augmente, et notamment parce que les jeunes mécènes préfèrent investir dans ça plutôt que dans la culture. Et je trouve que l'œuvre de Cassandre, pour moi, elle parle aussi vachement de ça. Tu es d'accord, Cassandre, ou je raconte des conneries? Oui, quand on pense une œuvre, c'est difficile de mélanger le côté environnemental et le principe de liberté et de choix quand on réalise une œuvre, dans un contexte où on pourrait poser des étiquettes. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, ça c'est une œuvre pour l'écologie, ça c'est une œuvre pour tel thème. On en vient à faire comme du théâtre politique. Et grâce au mécénat, grâce à cette liberté, on peut créer, on peut toucher à nos sujets qui nous préoccupent, tout en cherchant à l'impact de notre pratique. On peut toucher de nouvelles matières. Sans cette aventure avec Plastic Odyssey, j'aurais jamais essayé de travailler avec du plastique. Moi qui travaille la charpente, le bois et surtout la peinture et qui met beaucoup de in situ dans des espaces, etc. Et ça permet justement de pouvoir ouvrir son champ de création, ouvrir son ouverture, son esprit à de nouvelles possibilités et à des mélanges. C'est-à-dire travailler avec des mécènes, travailler avec des enjeux qu'on voudrait mettre dans son travail, mais comment dire, on les met dans notre travail, mais on n'a pas envie qu'on nous mette une étiquette. Il faut passer au-delà de ça en présentant une œuvre. Donc c'est un combat et une aventure en tant que créateur, c'est de pouvoir arriver à lier et à faire ce qu'on a envie de montrer et voir sans cette fameuse étiquette. Je voulais juste réagir effectivement sur ce lien de nouveau art-industrie et le travail qu'a réalisé Cassandre, en fait, qui correspond complètement à ce qu'on souhaite promouvoir et soutenir. Parce que je vous indiquais quel était l'intérêt pour une école de sciences de s'ouvrir à l'art, mais à vrai dire, quand j'échange avec mes collègues de l'AIR et de Sciences Po, nous sommes tous les trois exactement dans la même situation. Et Cassandre en est l'exemple. Elle a fait un effort quand même assez incroyable d'aller sur ce bateau, de s'initier entre guillemets à l'art du recyclage, d'essayer de comprendre à la fois la société à l'île Maurice, mais aussi toutes les problématiques environnementales qui existaient. Et en fin de compte, dans une école d'art, l'idée c'est aussi de pouvoir le plus tôt possible de faire en sorte que les étudiantes et les étudiants approchent ce sujet de science. Souvent, notamment dans les écoles d'art comme l'AIR, le militantisme est assez fort et très présent, très engagé. Il n'y a pas forcément toujours une base scientifique, une connaissance, et c'est normal parce que ce n'est pas l'objet même du site de formation. Et nous, on peut amener cela. Et c'est exactement la même chose avec Sciences Po, où il y a des engagements, vous l'avez sans doute suivi dans la presse, et notamment à Strasbourg, sur des sujets hautement importants, mais pour autant,
il n'y a pas que ces sujets politiques. Je veux dire, quelqu'un qui s'engage dans la politique a aussi besoin d'avoir des connaissances scientifiques et d'avoir des connaissances d'art. Donc c'est vraiment ce lien et ce mélange entre nos différentes sciences qui est essentiel. Et toi, tu as eu cet engagement à le réaliser, mais il faut faire cet effort. Et à nous aussi, en tant que site de formation, d'accompagner cela dès le départ. Oui, on est aussi sur la pluridisciplinarité et les croisements de savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui est aussi au cœur de l'industrie magnifique. C'est-à-dire que ce que tu expliques, tu rencontres Plastique Odyssée, ils ont des technologies, des low technologies pour transformer le plastique. Tu t'inities à ça et donc tu intègres ce savoir dans ta pratique. C'est exactement ce que font tous les artistes industrie magnifique qui sont en résidence chez leur mécène, qui en général est une industrie, qui sortent de leur atelier pour aller dans l'atelier de l'entreprise et qui vont créer une œuvre à partir des matériaux et des savoir-faire de l'entreprise en question. Ça marche dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'artiste va se nourrir du savoir-faire et des matériaux de l'entreprise, mais ça marche dans l'autre sens aussi parce que l'exigence artistique, parfois, impose à l'entreprise, enfin, invite l'entreprise en tout cas, à tout d'un coup trouver des solutions techniques qui n'existaient pas à une exigence de l'artiste. Hein, ce qui est souvent arrivé dans l'industrie magnifique. Il y a pas mal d'artistes de l'industrie magnifique qui racontent ça. Hein, comment ils avaient envie d'avoir un certain niveau de transparence du plastique. L'entreprise qui fabriquait du plastique ne savait pas et ils se sont mobilisés, ils ont trouvé la solution. Donc c'est assez intéressant, ça, cette rencontre de savoir-faire. Et l'autre, c'est il y a art, industrie, et puis après, il y a les autres qui gravitent autour. Là, en fait, le fait que l'œuvre va continuer son chemin, va aller à l'ENGES, va servir finalement d'objet transitionnel ou d'objet de médiation pour les élèves ingénieurs, pour nourrir une réflexion qui est la réflexion que enfin les trois pistes de réflexion que tu évoquais. Je trouve que c'est ça toute la richesse. Et ça, c'est une démarche créative. C'est-à-dire que plus on multiplie, plus on conjugue les différences, plus on associe des savoir-faire multiples, plus on est capable de créer du nouveau, quoi, vraiment du nouveau. Et dans l'art contemporain, pour revenir à mon propos de tout à l'heure, il faut que ce soit nouveau. Si c'est pas nouveau, c'est pas contemporain, quoi. Il faut du neuf, quoi. Il faut des trucs qu'on n'a jamais vus. Ce qui est formidable, c'est que le Rocher, on l'a jamais vu. Elle est géniale, cette œuvre, quoi. Elle est géniale. Alors, pour prolonger ce que tu viens d'évoquer et parler de la contemporanéité de cette œuvre, c'est-à-dire que tu parlais de Duchamp, on peut parler du Centre Pompidou qui est fermé aujourd'hui pour quelques années, des œuvres qui n'ont pas été comprises en fait par les contemporains parce que finalement les générations qui écrivaient ou qui pensaient écrire l'histoire de l'art à l'époque sont passées à côté. Et moi je voulais poser la question à Cassandre de savoir quelle a été la réception, en fait, quelle est la réception de ton œuvre, ici, là, dans une foire d'art contemporain, sachant que ce qui rend, en fait, cette œuvre contemporaine, ce qui en fait une grande œuvre d'art contemporain, c'est que ma génération, nos générations, en fait, on a eu des préoccupations, on a des préoccupations qui sont absolument pas connectées avec les préoccupations qu'ont les générations d'aujourd'hui, qu'ont les artistes d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, l'intérêt pour eux. Moi, quand j'étais gosse, mes parents me parlaient vaguement de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Aujourd'hui, cette génération, la génération de Cassandre, ils nous parlent de la fin du monde. Alors, ça paraît un peu dramatique et tragique, mais moi, quand j'étais gosse, la fin du monde, ça n'existait pas. Hein. Il y avait peut-être la guerre ailleurs, hein, mais pas autour de nous. Et donc, ces artistes-là, ils convoquent en fait ces questions-là. Et c'est ce qui en font des œuvres contemporaines. Et c'est ce qui fait aussi sans doute que le public a parfois un peu de mal à l'accueillir. Quand on réalise un projet qui remet en question nos interprétations et nos visions, ça peut être dur, ça peut être violent à entendre, parce que c'est remettre en question toutes nos idées, toutes nos envies et tous nos désirs. Par exemple, le désir d'aller à l'île Maurice sur une plage, ici il est remis en question. Notre vision d'un paysage, notre attente envers un paysage. Ma question c'est, est-ce que le paysage il existe parce qu'il est là ou parce qu'on a tellement d'attentes envers lui qu'on est prêt à le transformer, jusqu'à où on est prêt à aller pour pouvoir le voir. C'est ce que je fais avec mes montagnes, c'est-à-dire qu'elles ont cette charpente en elles. Cette charpente, est-ce qu'elle est là pour maintenir quelque chose qui est en train de s'effondrer
ou est-ce qu'elle est là parce que depuis le début, en fait, tout n'est qu'un fantasme, tout n'est qu'une attente de nous. Donc c'est remettre en question nos envies et ça peut prêter à créer des tensions ou comment dire, des incompréhensions ou des peurs d'aller au-delà de ce qui peut paraître évident, c'est-à-dire cette carte postale, elle nous paraît évidente, que quand on la remet en question, ça peut faire mal. Donc il y a ces interprétations-là, et après il y a d'autres interprétations où justement il y a une justesse et un positionnement, c'est-à-dire que avec toutes les générations avec lesquelles j'ai pu échanger, il y a une sensibilité envers la matière, envers ce roseau de Camargue qui n'est pas comment dire, très présent dans notre quotidien. Un lien avec la matière, un lien avec son odeur, un retour à certains imaginaires, à avec beaucoup de liens grâce à cette odeur. En tout cas, c'est ce que beaucoup de spectateurs ont eu, des souvenirs d'enfance, beaucoup de choses. Et il y a aussi un jeu avec le regard, si on attend, peut-être que quelque chose se passe, et peut-être qu'on aperçoit une faille et on aperçoit un au-delà. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous souhaitez conclure, ou est-ce qu'on peut peut-être donner la parole au public si vous avez des questions, voilà, autour de l'œuvre de Cassandre, de sa démarche, de sa production. Non, personne? Pour me rendre service? Non. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner le micro. Non, voilà. Je voulais juste savoir si l'œuvre de Le Clésio, en particulier son roman La Quarantaine, il décrit Maurice, a pu vous influencer, voilà, parce qu'il y a l'art, l'industrie et la littérature. Est-ce qu'elle peut avoir une influence dans l'œuvre d'art? Alors c'est une bonne question, parce qu'à Maurice, j'ai rencontré énormément de personnes. Je leur ai demandé leurs histoires, leurs contes, leurs souvenirs d'enfance. Il y a beaucoup de récits oraux. Il y a des histoires... alors, par rapport au chaume, justement, ce qui revenait souvent, c'était le traumatisme. Le traumatisme du cyclone. Le cyclone qui efface les souvenirs, qui efface l'histoire de l'île Maurice. C'est ce que vivaient les esclaves, c'est-à-dire que leur baraquement était très précaire et se détruisait et s'envolait. Ils devaient sans arrêt reconstruire, construire, reconstruire. Il y a aussi l'après. Donc j'en ai pas parlé, mais il y a le Morne-Brabant, qui est une montagne à l'île Maurice. Forcément, j'ai cherché les noms des montagnes là-bas dans le paysage, et il y a celle du Morne, le Morne qui est une montagne où les marrons, pour se protéger, se cachaient à l'intérieur de cette montagne. Donc les marrons, ce sont les esclaves qui étaient en fuite contre leur maître. Et pour ne pas se faire torturer, pour ne pas être brûlés, pour ne pas mourir par ces chasseurs, ils ont préféré sauter. Ils ont préféré quitter cette montagne et ils sont allés jusqu'au bout. Ça, c'est une légende, un récit qu'on raconte à l'île Maurice. On ne sait pas s'il est écrit ou est-ce qu'il est historique. Il y a ce mélange entre l'interprétation et le récit qu'on retrouve dans tous les discours, dans toutes les histoires, toutes les rencontres que j'ai pu avoir à Maurice, et aussi justement avec la littérature. En fonction des familles qu'on rencontre, c'est des romans complètement différents qui les attirent. Donc c'est le roman Jules et Virginie. C'est souvent ce souvenir-là qu'ont les personnes que j'ai rencontrées, et moins d'autres souvenirs. Donc c'est aussi ça, l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on oublie, et sur quel récit on préfère baser son espoir et son regard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Adrien? Ouais. En fait, moi je suis l'assistant de Cassandre, donc j'ai un petit peu aidé. Et j'aimerais juste une question plutôt pour Richard. C'est toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce projet en fait autour de Plastic Odyssey
Et pourquoi le choix de Cassandre en particulier pour ce projet? C'est une bonne question, je te remercie, d'avoir posé. Alors, Plastic Odyssée, donc il y a quelque chose de par l'histoire de la galerie, mon histoire personnelle, voilà, quelque chose qui me pousse à essayer de comprendre en fait le vivant, comprendre le monde qui m'entoure, et puis essayer de le préserver en fait. Et j'estime qu'à mon âge, même si l'âge n'est pas très avancé, j'ai une responsabilité en fait envers les générations à venir, et donc de préserver autant que faire se peut le vivant autour de moi. Plastic Odyssée, en fait, les projets, quand on fait un projet comme ça d'une œuvre monumentale, on a l'impression que tout est écrit et tout est ficelé. Or, on fonctionne aussi souvent au fil de l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des hasards. Et Plastic Odyssée, c'est ma fille. C'est-à-dire que j'avais très très envie de faire un projet, alors, et je dirai pourquoi avec Cassandre après, j'avais très très envie de faire un projet qui permette de lier comme ça mon obsession de la préservation du vivant, en fait, et puis la jeune création, parce qu'encore une fois, moi, la jeune création, moi, je ne comprends pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Moi, j'ai besoin que les jeunes artistes me l'expliquent, en fait, me le montrent. Voilà. Et donc, j'avais envie de faire ça. Et donc, j'en parle à ma fille qui a 25 ans, Justine, et je lui dis, écoute, je veux bosser avec une ONG, mais je ne sais pas laquelle. Regarde un petit peu. Et donc, elle a cherché sur Internet, bêtement, quoi. Et puis, il y a une autre chose, c'est que Cassandre travaille avec la montagne. Donc, j'avais pensé à Cassandre parce que Cassandre a déjà réalisé des projets absolument pharaoniques. Je ne vais pas parler d'une fresque de 80 mètres de long sur un trottoir de 4 mètres ou 5 mètres de large, avec une commande, quoi. Enfin, bon, voilà. Elle a transformé la galerie et elle a inversé le ciel et la terre. C'est-à-dire que les gens qui rentraient dans la galerie pour son exposition marchaient sur les nuages avec une machine à fumer. Enfin, voilà. Donc Cassandre, c'est l'artiste capable de réaliser les choses les plus extraordinaires. Et donc je voulais absolument travailler avec une ONG, et donc le lien, donc Cassandre, la montagne, et puis ce lien entre la montagne et le littoral. C'est-à-dire que on a la Fondation Schneider qui est pas très loin. Ce qu'on fait ici, nous, ici et maintenant, ça a des répercussions. Ça a des répercussions pour nous, mais ça a des répercussions aussi pour les habitants qui n'ont rien demandé à personne, qui habitent sur une île et qui consomment beaucoup moins que nous. Donc il y avait ce lien comme ça entre le massif des Vosges, et puis d'autres projets à venir, et puis le littoral. Et donc ma fille me dit, écoute, il y a des bateaux, et parmi ces bateaux, il y a Plastic Odyssée. Et donc là, on est au fil de l'eau. Je passe un coup de fil à Simon Bernard, qui est quelque part, je crois, autour de la Thaïlande, à ce moment-là, et puis qui me répond. Voilà, et puis on discute, je lui explique le projet, il me dit, mais ça me branche, moi ça me botte ce truc. Et puis j'en parle à Cassandre, et Cassandre me dit ok. Et Cassandre fait partie des artistes qui sont capables de réaliser. J'aime bien l'idée que tout est possible, et donc avec Cassandre tout est possible, voilà, simplement. Voilà. Merci. D'où vient votre fascination, comme vous l'avez dit, pour la charpente? Cette fascination, elle vient. Celle-là, ça se demande du travail en moi, c'est-à-dire dans mes mythologies, dans mes récits. Où est-ce que ça vient, cette obsession? Alors, il y a cette montagne. Il y a cette montagne que je peins, que je représente. Et je me demande pourquoi cette lumière, elle me parle autant. Et donc, je vais construire une fausse montagne. Donc, je vais assembler des tasseaux, je vais les visser, je vais mettre un drap dessus. Un drap dessus parce que, par exemple, sur le glacier du Rhône, on met des bâches blanches. Et j'ai cette idée en moi qu'en fait, il y a un homme qui peint la montagne en blanc pour me faire croire que la montagne, il y a des neiges éternelles, qu'elle est magnifique, mais plus je m'approche d'elle, plus elle est fausse. Donc, j'étais en train d'assembler des bouts de bois sans m'en rendre compte pour construire une fausse montagne. Et après, je peins. Et je peins une montagne avec de la charpente à l'intérieur. Mais je me rends compte même pas. Je me rends compte pas que je suis en train de peindre de la charpente. Et c'est vraiment un élément qui, pour moi, en fait, est vraiment ancré. Je le représente, je le regarde partout où je vais, je remarque la charpente, je ne regarde que ça. Dans chaque édifice qui m'intéresse, en fait, c'est la charpente. Quand je vais me déplacer en France, je vais chercher par exemple la personne qui travaille dans l'église pour lui demander si je peux aller voir là-haut ce qui se passe. En fait, parce que dans la charpente, il y a un truc magique, on ne peut pas le voir. J'ai pas grandi dans une maison où je pouvais aller dans le grenier, par exemple. Mais je sais que la charpente, elle est magique. Si je passe par une petite porte, je peux rentrer dans un autre monde. Et c'est une addiction phénoménale. Voilà.
sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois Christophe aussi dans l'Assemblée. Est-ce que tu veux dire un mot? Enfin, voilà, est-ce que tu veux... Je suis le directeur général du Palais des Congrès du Parc d'Exposition et promoteur de Start. Et je voulais remercier en fait ce couple qu'on adore, en fait, la galerie et l'artiste. Et je pense que la grande qualité de notre salon, c'est ça. C'est-à-dire ce regard que tu vas avoir, toi, tu vois des centaines d'artistes, tu voyages dans le monde entier. Et à un moment donné, quand tu t'intéresses sur le travail d'un artiste, ça pèse. Et pour nous, c'est une forme de confiance, c'est une forme d'indication, de chemin que tu peux donner à nos amis collectionneurs. Et moi, je crois beaucoup à ça, ton expertise, ton regard. Après, l'artiste est folle, on le sait. Et tant mieux, parce que moi, j'adore être empreint de ces histoires, de ces voyages, qui nous font apporter un autre regard. Et quand on s'approche de votre œuvre, on en a parlé un petit peu hier, en fait, ce qu'il n'y a pas là, en fait, c'est l'odeur. Et en fait, c'est assez incroyable pour une œuvre que de s'approcher, d'avoir la connaissance, la compréhension, et en plus cette dimension de l'odorat qui a été très forte. Moi, je suis vendéen, donc ça m'a parlé un peu ces roseaux, etc. Bon, bref, tout ça, c'est de l'art, et je voulais juste remercier le temps que vous passez à nous faire partager votre regard, votre réflexion, qui vont nous faire avancer, peut-être sur d'autres points. Et on voit que, voilà, on a tous un intérêt, heureusement, dans cette période extrêmement morose qu'on vous a, qu'il y a des beaux projets qui sont portés par Jean Hensmenel aussi, pour voilà, avoir un autre regard sur la vie. Voilà, donc avant d'être le promoteur de Start, moi je suis comme un gamin, à vous écouter avec bonheur, à nous amener sur d'autres chemins. Donc simplement merci à vous d'être là et merci à vous d'échanger. C'est une chance que nous avons. Merci. Merci Christophe. Ben, on est dans les temps, il reste 5 minutes. Alors je ne sais pas qui veut conclure. Moi j'ai une question, c'est est-ce que vous avez tous vu l'œuvre? Oui. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu l'œuvre? Ah, voilà. Alors courez-y, parce que on parle d'un truc qui vaut le coup pour les 5 sens, quoi. Juste pour revenir à la charpente, ce que j'adore dans la charpente, c'est que ça a un lien entre la terre, où on a les pieds dessus, et le ciel. En fait, c'est le même lien que j'ai avec la montagne, avec un sommet, c'est que dans la charpente, il y a une verticalité visuelle. Et c'est comme en fait, on peut s'accrocher, on peut s'agripper, et on peut monter, on peut monter, on peut monter. C'est un peu le haricot magique. Voilà. Alors Cassandre, Christophe disait, elle est un peu folle. Cassandre, c'est la seule artiste, à ma connaissance, strasbourgeoise, qui a enfumé complètement une église, voilà, pour nous faire croire qu'on était sur un nuage. En fait. Ouais. Alors qu'en général, c'est l'inverse. Un grand merci, en tout cas, parce que non seulement Cassandre expose son œuvre, mais l'histoire est vraiment extraordinaire et elle va partager cette histoire avec les élèves ingénieurs lors d'une conférence, donc je me réjouis d'avance. Elle va aussi avoir en fin de compte ce rôle de transmettre au sein de notre établissement, donc merci pour cela aussi. Alors, un grand merci d'abord à l'artiste de partager les délires, ça c'est super, c'est important et c'est précieux. Un grand merci au mécène Jean Hensmenel lui-même, l'industrie magnifique, l'Engest, Start aussi d'avoir accueilli l'œuvre, et c'est pas simple, une œuvre monumentale. Et puis un dernier mot de Cassandre. J'avais quelque chose à dire. Oui, par rapport à l'Engest. Quand on est dans la création d'une œuvre et on est face à plein de choses. On peut être à la fois philosophe, écrivain, sociologue. Quand on recherche, on touche à tout sans être de ce métier. Comme on peut imaginer des fantasmes scientifiques sans être un scientifique. Et c'est super justement de pouvoir se rencontrer et mélanger nos savoirs et justement de pouvoir rencontrer des philosophes, des écrivains, des sociologues, des scientifiques
qui viennent nourrir tout notre travail, avec lequel on donne des images, des odeurs, des sens, et voilà. Merci. C'était bien charpenté.